toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big... Oh putain, Rusty Nate Diaz. Just flexing. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va impeccable, Et toi? Ça va au top. On va parler de Khamzat Chimaev, de Jon Jones et des plus grands de l'UFC quand ils ont débuté leur carrière. Parce que là, il y a une hype énorme avec Khamzat Chimaev qui pourrait peut-être s'essouffler en cas de défaite face à Gilbert Burns puisqu'il l'affronte lors du prochain pay-per-view UFC 273 Gilbert en avril prochain. Numéro 2 de la catégorie welterweight, Gilbert Burns qui a envie de mettre fin à la hype et qui est de très 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 loin le plus grand défi de la carrière de Khamzat Chimaev jusqu'à présent. Donc Khamzat Chimaev qui a disputé son premier combat à l'UFC le 15 juillet 2020, c'est 4 combats, 4 victoires et surtout une impression de machine de guerre absolue, inarrêtable, infranchissable, ce qui fait que l'UFC, après qu'il ait pleinement validé ce nouveau test face à Li Jingliang, qui était un premier adversaire classé pour lui, ils se sont dit directement, on va lui faire affronter le numéro 2. Je rappelle qu'en décembre dernier, à l'origine, Khamzat Chimaev devait affronter, enfin c'est même pas décembre dernier, c'est en décembre 2020, avant d'avoir chopé le Covid, il devait affronter le numéro 3 de la catégorie, qui est, excusez du peu, Leon Edwards. Générique Big Rusty. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Khamzat Chimaev, 4 combats, autant de victoires à l'UFC, ultra impressionnant le monsieur, et puis surtout une stat qui est quand même assez impressionnante, c'est qu'il ne s'est pris qu'un seul coup, et même cette stat-là, selon ufcstat.com, Rusty voulait la nuancer. En fait, il faudrait qu'on aille revoir le combat où il prend cette frappe, mais en fait, c'est parce que j'avais pas réfléchi, mais Joe Rogan disait que c'était une frappe qui en plus était mise un petit peu dans un angle qui fait que le gars frappait mais sans aucun pouvoir, et en gros c'était pas vraiment une frappe pour faire mal ni quoi que ce soit, c'est le genre de frappe où tu es sur ton ventre, la personne est derrière et en gros tu veux juste essayer de la distraire pour qu'elle avance ou qu'elle fasse un mouvement pour essayer toi-même de pouvoir t'échapper ou créer de l'espace ou créer un scramble. Et du coup, même la frappe en question, apparemment, c'est un peu une frappe en trompe-l'œil. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant du coup avec ce débat-là qui est lancé par Khamzat lui-même, puisque du coup, c'est dans une des vidéos qu'il fait avec Block Asset où en gros, il dit qui a fait ce que j'ai fait en 4 combats? Même Jon Jones, en gros, moi j'ai pris quasiment aucun coup sur mes premiers combats et Jon Jones a pris beaucoup plus de coups. Et du coup, c'est assez intéressant en fait de partir de ça pour effectivement comparer avec les meilleurs combattants qu'il y a eu à l'UFC et comparer les premiers combats qu'ils ont eu. Alors, tout en sachant que faut garder aussi un petit peu faut garder à l'esprit le fait qu'ils n'arrivaient pas au même moment de leur carrière à l'UFC non plus. C'est pour ça que, par exemple, le fait qu'Anderson Silva, quand il est arrivé à l'UFC, si je ne m'abuse, il a eu un combat pour le titre direct à l'UFC. Effectivement, mais c'est un peu en trompe-l'œil parce qu'il était déjà à 17-4, il avait déjà une grosse carrière derrière lui. Il avait plus de 30 ans, ouais. Il avait plus de 30 ans, il avait fait le Pride, en gros, il avait déjà eu le temps de se médiatiser ou en tout cas de devenir spectaculaire, de devenir un nom entre guillemets, même s'il n'est devenu le vrai Anderson Silva qu'après, une fois qu'il a défendu son titre, qu'il a eu ses runs incroyables à l'UFC. Mais voilà, il avait déjà un gros bagage, quoi. Il arrivait et les gens savaient déjà ce mec-là est un monstre et il va faire des dégâts. Donc c'est un petit peu en trompe-l'œil et on le met un peu à l'écart, mais donc voilà, il est arrivé et il a combattu. Il n'a pas eu le combat pour le titre directement, il a eu le title Eliminator contre Chris Lieben et ensuite il a combattu Rich Franklin pour le titre. 2 combats qu'il a gagné par KO d'ailleurs. Donc en fait, ceux auxquels on peut les comparer, déjà Jon Jones, effectivement, c'est celui qui s'en rapproche le plus puisque les deux sont un peu dans le même cas de figure. Ils sont deux très jeunes. Il a 27 ans, mais ça reste quand même très jeune. Khamzat, Jon Jones, évidemment, il est arrivé, il avait 21 ans. Et en gros, ils arrivent avec peu de combats, une progression extraordinaire et donc invaincu. Et donc, effectivement, là, on peut comparer, même si, c'est jamais unifactoriel, quoi, mais même si c'est pas non plus les mêmes catégories de poids. Donc,
John Jones est en light heavyweight et il a fait toute sa carrière en light heavyweight, il y a moins de concurrence, même si quand John Jones est arrivé à l'UFC, c'était la catégorie, c'était l'âge d'or, mais vraiment littéralement l'âge d'or de la catégorie light heavyweight. Donc quand il est arrivé, honnêtement, il y avait vraiment du lourd, quoi. Et même des gars qui n'étaient pas forcément très connus, les gars comme je sais pas, Matyushenko, il y avait des gars, Cyril Diabaté, tard l'époque. Il y avait et donc les têtes d'affiche, donc Mauricio Shogun Roi, Rashad Evans, Quinton Jackson, Lyoto Machida. Il y avait vraiment Marlon Vera. Brandon Vera. Marlon Brando. Marlon Brando. il y avait vraiment du monde. Mais John Jones, donc lorsqu'il est arrivé, premier combat à l'UFC, il prend un mec que personne ne connaît, André Gusmao. Deuxième combat, dès son deuxième combat, il prend Stéphane Bonnard. Et alors, évidemment, il faut toujours se remémorer, en fait, à l'époque, comment étaient les adversaires. Parce que, par exemple, si on parle de Conor McGregor, dans ses 4 premiers combats, il a affronté Max Holloway et Dustin Poirier. Donc là, on se dit, putain de merde. Directement des top 5 mondes, hein, quand même. Ouais, directement contre des champions, tu vois. Non, c'est juste que, à l'époque, Max Holloway, il était à peine, il sortait de la puberté, tu vois. Dustin Poirier, pareil, il était encore frêle. Quand il était en featherweight. Et du coup, c'était pas au même stade de leur carrière. Mais là, en l'occurrence, lorsque John Jones est arrivé à l'UFC, qu'il a affronté Gusmao puis Stéphane Bonnard, c'était déjà quelqu'un qui était un vrai vétéran, et même si les gens n'étaient pas en mode il sera champion, c'était quand même quelqu'un qui était réputé très très dur, qui était réputé complet et d'un bon niveau. Et voilà, c'était pas n'importe qui qu'affrontait John Jones à 20 piges pour son deuxième combat à l'UFC. Donc voilà, puis après il a affronté Jake O'Brien et Matt Hamill, qui étaient des bons combattants. Matt Hamill, d'ailleurs, c'est très intéressant, vous pouvez aller voir son histoire, c'est un combattant qui est sourd, muet. Il est sourd. Dommage. Ça aurait été tellement stylé qu'on puisse le dire ensemble, mais sauf qu'on est des guignols. Non, je crois qu'il est muet. Je crois. Mais voilà, en tout cas, quelqu'un qui a une histoire très, très intéressante. Ouais, et donc c'était pour Matt Hamill, c'est la seule défaite d'ailleurs de John Jones en carrière. Mais il s'est pris un sale TKO. Ouais, voilà. Le truc, c'est que il a gagné contre John Jones, mais c'était une disqualification. À l'époque, il avait un bon petit run quand même. Il avait affronté des bons combattants. Mais si on veut faire simple et si on veut résumer, c'était à peu près les 4 premiers qui a affronté John Jones, c'est à peu près le même acabit que ceux qu'affronte Khamzat. Et là, il y a un vrai parallèle à faire, puisqu'on a dit que la catégorie heavyweight était quand même assez remplie et que c'était quand même l'âge d'or de la KT, etc., qu'ils avaient à peu près des dynamiques de carrière équivalentes. Donc, ça, c'est bien, parce qu'on a vraiment un comparatif qu'on peut faire qui est, entre guillemets, solide. Et donc, qui est, ils ont affronté à peu près le même calibre de combattants. Et si l'un et l'autre ont gagné avec une facilité déconcertante leurs différents combats, force est de constater que Khamzat le fait avec un degré d'invincibilité de l'étoile de Mario, de rouler sur tout le monde, qui est quand même supérieur. Franchement, là, je pense que personne ne pourra le nier. Quand il dit qu'il ne se fait pas toucher et que John Jones se faisait toucher en ce premier combat, c'est vrai, même s'il n'était pas en danger, John Jones, à aucun moment dans ses 4 premiers combats, c'est vrai que c'est pas l'espèce de folie furieuse qu'a fait Khamzat, quoi. Donc ça, c'est effectivement assez intéressant. Donc là, avantage Khamzat sur ce début de carrière. Et après, pour Khabib, voilà, là, c'est là où on s'écarte encore un petit peu au niveau des conditions, des différents contextes, puisque lorsque Khabib est arrivé à l'UFC, il était déjà à 16-0 et il était déjà... c'était un prospect, ça restait un prospect, mais il avait fait ses armes au M1, il était vu comme potentiellement un énorme danger pour la catégorie lightweight. C'est-à-dire que tout le monde était déjà en mode, ce gars-là a fait des ravages dans les organisations dans lesquelles il est passé jusque-là, méfiez-vous parce qu'il va continuer probablement. Enfin, tu vois, c'était pas le même délire de presque sorti de nulle part que Khamzat. Et pourtant, Khabib, du coup, il a affronté pour les 4 premiers combats
Kamal Chalorus, Gleison Tibau, Thiago Tavares et Abel Trujillo. Et donc il a perdu en plus un de ces combats-là. Le fameux contre Gleison Tibau, voilà, qui était pas une défaite. Évidemment, là c'est Guillaume qui est taquin, mais un combat, très serré quand même, quoi. Beaucoup plus serré en tout cas qu'aucun des combats, je pense, avant ou après de Khabib. C'est clair. Oui, non, il l'a pas perdu, mais il était serré ce combat. Voilà, et surtout il ne l'a pas mis au sol, si je me souviens bien. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui a choqué tout le monde. Mais bon, il faisait 93 kilos. Choqué, déçu. Ouais, voilà. Donc Gleison Tibau faisait 93 kilos et il y a des chances que voilà, il tournait pas qu'à la vitelle, quoi. Et donc les 4 adversaires, ce sont pour Tibau et Abel Trujillo, c'est des bons combattants. C'est même Thiago Tavares, ce sont des bons combattants. Gleison Tibau, c'était déjà un vétéran à l'époque. Donc, c'était quelqu'un qui était réputé très solide, d'autant plus qu'effectivement, il l'a pris vraiment au pic physique et athlétique, Gleison Tibau. Donc, c'était vraiment pas facile. Mais je pense que en termes de comment dire, d'adversité, je pense que c'est à peu près pareil, quoi, que Khamzat. C'est-à-dire que Khamzat, les 2 vétérans qu'il a affrontés, qui sont quand même de bons calibres vétérans, entre guillemets. Voilà, c'est pas des vétérans en mode Dustin Poirier, mais ce sont des vétérans qui ont connu un petit peu tout genre de situation, qui ont vraiment roulé leur boss à l'UFC, qui étaient depuis longtemps. Donc, Gérald Merchert et Li Jingliang, qui sont les 2 vétérans qui a affronté Khamzat, je pense qu'on peut... Et puis Li Jingliang, membre du top 15, c'est important de préciser ça quand même. Et absolument, très bien vu. Et Li Jingliang, membre du top 15 quand même. Donc, c'est équivalent, si ce n'est même avantage Khamzat aussi. Et surtout, donc voilà, la différence, c'est que, encore une fois, c'est la manière. Et c'est vrai que la manière dont Khamzat a disposé, chiffonné ses adversaires, Khabib, il a dominé, mais c'était pas non plus à ce niveau-là. Bon, certes, du coup, il est tombé contre, comme on l'a dit, un mec qui était à peine humain, en la personne de Gleison Tibau, et donc c'est difficile de briller, mais n'empêche que c'était pas quand même la même facilité, c'était pas autant le couteau chaud dans du beurre. Donc voilà, c'est intéressant. Et Conor, parce qu'on était sur les meilleurs de tous les temps, donc disons à l'UFC, Conor, bon, c'est un peu abusé peut-être de le mettre là-dedans, parce que pareil, il a jamais défendu de ceinture, il est machin. Non, mais ce qui est compliqué aussi, c'est comment va évoluer la carrière de l'un et de l'autre, tu vois. Aujourd'hui, on en est à comparer Khamzat Chimaev à Khabib et à John Jones, mais il peut très bien se faire rouler dessus par Gilbert Burns, tu vois. Ah oui, oh là là. Non, mais tu vois, c'est dans le sens où les gens peuvent se dire quand on se présente ça en mode ah ouais, là on est en train de comparer ça à Conor, mais Conor aujourd'hui, il a quand même été double champion UFC. Absolument. Khamzat n'a toujours pas eu de title shot, donc faut aussi prendre toutes les choses dans son contexte et vous dire qu'une carrière peut très mal vieillir. Par exemple, Rashad Evans, si on avait eu cette discussion-là au moment où John Jones allait avoir son title shot, on n'aurait pas du tout parlé de lui comme on en parle aujourd'hui, à savoir un mec qui est obligé de revenir combattre au Eagle FC alors qu'il est bien bien loin de son prime, même s'il s'est imposé, hein, mais faut voir contre qui il s'est imposé et comment surtout. Putain, tu vas me mettre tellement cher. Non, mais non. Mais oui, mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas. Enfin, moi, tu vois, je trouve ça. Voilà, je trouve juste ça dommage pour un mec comme. Voilà, pas. Je trouve ça dommage pour un mec comme Rashad Evans. Ouais. Ah non, mais d'autant plus que je te taquine, mais enfin, en soi, c'est vrai, quoi. Mais c'est vrai. Pour Khamzat, on va voir. Mais si comparatif il devait y avoir, en tout cas, les cartes sont là. On a tout devant sur la table de jeu. Effectivement, quel que soit ce que devient Khamzat après, son début de carrière à l'UFC, qui est maintenant, même si là il fait une BJPen et qu'il perd ses 8 prochains combats, on aura quand même eu 4 premiers combats historiques pour qui que ce soit à l'UFC. Parce que ça l'est. Je crois que du coup, les stats de coups donnés, coups reçus, oui, il me semble, sans quasiment aucun risque de se tromper, mais que c'est du jamais vu à l'UFC de manière générale. Donc, c'est pour ça que de toute manière, on verra bien, mais il a déjà, et ça, on peut quand même, il faut qu'on lui rende, il le mérite aussi, il a marqué l'histoire, quoi qu'il arrive, déjà, quoi. Avec des débuts stratosphériques. Big Rusty, Stratos. Merci beaucoup.
Big shout out Mashfilpi. Putain, moins 38% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Venom, vous le savez, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Si vous nous écoutez sur toutes les sur toutes les plateformes audio, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Vous savez que ça nous aide beaucoup pour mener à bien tous nos différents projets. Et puis si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce, un petit abonnement, ça nous aide beaucoup. Et ne vous inquiétez pas, on ne va pas négliger le MMA français plus longtemps parce qu'on vous entend. C'est important de mettre en avant le MMA français. On vous prépare quelque chose autour de ça parce que Cocorico, il faut qu'on se retrousse les manches, Big Rusty. Bah oui, quand même. Allez, see ya. See ya. Yeah.